en mouvement ce matin, c'est avec Amandine Niambosso. Elle se propose de nous amener ce matin au cœur d'une forêt, comme je l'ai dit il y a un instant, au cœur d'un trésor écologique unique en Afrique de l'Ouest. Avant les détails de notre spécialiste des questions liées à l'environnement, Amandine Niambosso, découvrons. Le Bénin compte de nombreuses forêts, mais la forêt de Rwanzou est atypique et unique en Afrique de l'Ouest. Elle est marécageuse, traversée par un cours d'eau permanent. Au cœur de cette forêt, on est d'emblée captivé par sa beauté et son étrange atmosphère. En journée d'ailleurs, les chants des oiseaux se mêlent à ceux des amphibiens et insectes, auxquels s'ajoutent les cris stridents des singes pour créer une atmosphère très sensorielle et émouvante. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec, un peu comme les toucans d'Amérique, pardon. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Et donc ce sont des espèces qui sont un peu omnivores. Elles vont manger des insectes, aussi des fruits. Et souvent elles accompagnent d'ailleurs les groupes de singes, puisque quand les singes se déplacent dans les boisements, ils génèrent du dérangement et les autres espèces vont sauter, vont se déplacer comme ça. Et donc eux, ils viennent et ils attrapent les insectes qui sont dérangés par les troupes de singes. La biodiversité de la forêt de Rwanzou est riche et variée. On y dénombre plus de 240 espèces végétales et environ 160 espèces animales, faisant d'elle un espace naturel à fort potentiel touristique. Le Bénin se situe dans un gap. Et on retrouve encore des espèces guinéo-congolaises, des espèces du genre comme Aléa ledemani, le Syzygium owariense, le Nuclea diderichi, le Carapa procera et plusieurs autres espèces qui sont strictement endémiques à la zone guinéo-congolaise dont le venin ne fait pas partie. Et on retrouve des espèces de ce genre ici. Elles méritent réellement d'être conservées, d'être préservées, ne serait-ce que pour ça. La forêt marécageuse de Rwanzou n'en finit pas de faire face aux menaces. Cet écosystème exceptionnel fournit pourtant des revenus substantiels aux communautés. Il convient donc de mener des actions appropriées pour le protéger. La forêt de Rwanzou n'est pas seulement un monde de beauté irremplaçable, mais elle est également un enjeu vital pour les populations riveraines. Encore une merveille de la nature que notre experte nous fera découvrir ce matin. Amandine Niambosso, bonjour. Bonjour à vous, Rachida Biomama. Alors, vous nous emmenez au cœur de la forêt de Rwanzou, cette forêt qu'on a découverte déjà là, non? Eh oui, Rachida, c'est un joyau écologique qui malheureusement est en danger aujourd'hui et nous en parlons avec notre invité du jour, M. Abdou Chérifou Ikoukoumon. Bonjour à vous. Bonjour madame. Vous êtes le directeur technique de Ecodec Bénin ONG, une organisation non gouvernementale qui lutte contre la pression humaine sur cette forêt atypique. Dites-nous déjà, parlez-nous un peu de votre organisation non gouvernementale. Merci beaucoup madame. Donc déjà, Ecodec Bénin ONG est une organisation non gouvernementale d'action en faveur du développement communautaire, la préservation des écosystèmes, la préservation de la biodiversité en général. Elle a son siège qui est à Tangueta, mais un siège annexe qui est à Zobodomé. Principalement dans le cadre de la protection de la forêt marécageuse. Donc vous venez de Zobodomé comme ça ou bien... Oui, je viens de Zobodomé. Principalement dans le cadre de la protection de la forêt marécageuse Rwanzou. Okay. Et pourquoi alors cet intérêt pour la forêt marécageuse de Rwanzou? Bon, la forêt a été découverte fortuitement par nous autres nordistes. Donc suite à une visite avec quelques-uns de nos partenaires, c'est comme ça que nous sommes tombés sur cet écosystème qui vraiment a l'air très particulier. Déjà quand vous venez sur l'écosystème, vous êtes d'abord subjugué par le paysage qui est là. Oui. C'est un paysage qu'on ne voit nulle part ailleurs au Bénin. Donc quand on voit un tel paysage et derrière on voit la valeur patrimoniale qui suit ce paysage, on n'a que
qu'en urgence de contribuer à la préservation de ce joyau. Et qu'est-ce qu'elle a de remarquable sur le plan de la biodiversité? Sur le plan de la biodiversité, déjà, cette forêt marécageuse, c'est 7 groupements phytosociologiques. Quand on dit 7 groupements socio-phytologiques, c'est en termes d'habitat, des groupements phytosociologiques. C'est comme des habitats. Donc, ça veut dire que c'est 7 habitats. Ce n'est pas une forêt où on voit, c'est un seul boisement qui est là. Là, c'est plusieurs écosystèmes. Ouais, il y a les forêts primaires qui sont là, il y a les forêts secondaires, il y a des raffiales, il y a des prairies marécageuses. Donc, c'est tout ensemble-là qui forme la biodiversité de cette forêt-là. Et quand on regarde cette forêt, comme vous l'avez dit dans votre documentaire, c'est plus de 240 espèces de plantes, Oui. ouais, 21 espèces de mammifères, près de 195 espèces d'oiseaux. Ouais. Et quand on regarde les libellules, par exemple, les libellules, on s'amuse simplement avec les libellules. Elle abrite 58 espèces des 100 espèces du pays. Wow. Donc, elle abrite plus de 58% des espèces de libellules du pays. Elle abrite 2 espèces de poissons endémiques qu'on ne retrouve qu'au niveau de cette forêt. Et au niveau du lac, poissons, oui. des forêts endémiques qu'on ne retrouve qu'au niveau du lac Ranzou et au niveau de la rivière Ranzou. Ça montre un peu la valeur patrimoniale de l'écosystème. Vous avez parlé de 2 espèces de poissons. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de quel genre? Oui, oui, c'est le Nanocaras signifé et le Baboides bridzi. En termes plus simples? Bon, le nom, je ne connais pas. Là. Le Nanocoras signifé et le Baboides bridzi. Ce sont des espèces, une qui est endémique au niveau du lac Lan et l'autre qui est endémique au niveau de la rivière Lan. Dans nos langues maternelles, Bon, de façon traditionnelle, comment on peut appeler ces poissons? Non, je ne connais pas le nom en langue locale, mais c'est plus le nom en langue scientifique que le nom scientifique. Ranzou, c'est où déjà? C'est à Zobodomé. Zobodomé. C'est une forêt qui est à cheval entre la commune de Zobodomé et la commune de Tofo. De Tofo. C'est magnifique. Hein, c'est à 100 km environ de Cotonou. Amandine, regarde ces images. Oui, c'est très beau. Franchement, on a... Vous avez envie d'y faire un tour? Oui, pourquoi pas. Pourquoi on va réveiller votre on peut y faire un camping, non? Oui, oui, Ouais, très bien, évidemment. Ouais. Évidemment. On va y aller un de ces jours? Vous voulez réveiller votre fibre environnementaliste? Oui, pourquoi pas. Alors, on poursuit. À part les poissons, les autres espèces, est-ce que vous pouvez citer, mais si vous connaissez des thèmes beaucoup plus simples pour nos téléspectateurs. Par exemple, quand on prend les plantes. Oui, quand on prend les plantes. Comme je disais, la forêt abrite 7 groupements phytosociologiques. Et dans ces groupements phytosociologiques, c'est plusieurs écosystèmes qui sont là. Et quand on prend par exemple la raffiale, c'est ce que tout le monde connaît, dais. On dit en fond dais. Et les gens, c'est ça, les gens utilisent pour produire du vin de raffia. Ok. Oui, c'est la plante que les gens coupent et ils enlèvent la sève et c'est elle qui distille pour produire du vin de raffia. Okay. Il y a d'autres espèces également qui sont là, que les gens utilisent, que ce soit en médecine traditionnelle ou autre. Ouais. Il y a des noms, par exemple, quand vous dites à ceux de la zone Zoto, ils savent que c'est une espèce de la forêt. Il y a d'autres espèces également. Donc, les noms scientifiques sont là, mais les noms également locaux sont là également. Ouais. Et en matière de... Quand on parle des mammifères, vous avez parlé des singes tout à l'heure. Oui. Il y a combien d'espèces de singes dans cette forêt? En fait, il y a ce qu'on appelle les primates diurnes et ce qu'on appelle les primates nocturnes. Quand on prend les diurnes, ce sont les primates de jour. Diurnes, là, ça veut dire quoi? Les primates de jour. OK. Et on est arrivé à dénombrer, ils sont arrivés à dénombrer avec la littérature 5 espèces de primates qu'on retrouve dans la forêt. Vous voyez, vous avez le colobre de Geoffroy, qui est une espèce menacée. Vous avez le singe à ventre roux, qui est menacé également. Nous avons le singe maude, le Cercopithecus mona. Vous avez la tantale également qui est là. Donc, ce sont des espèces de primates qu'on retrouve au niveau de la forêt. Il y a les primates de nuit. Il y a au niveau des primates de nuit, c'est principalement les galagos. Les garagos. Les galagos. Galagos. C'est plusieurs espèces de galagos qu'on retrouve au niveau de cette forêt-là. Et quand vous regardez même déjà au niveau des primates diurnes, la plupart, que ce soit le singe à ventre roux et que ce soit le colobre de Geoffroy, ce sont des espèces qui sont en danger critique d'extinction. Ça montre un peu la pression sur l'écosystème et le caractère spécial de l'écosystème en termes de préservation de ces espèces. Il y a menacées. également les oiseaux, puisque on a entendu tout à l'heure le chant des oiseaux. Oui. Est-ce que c'est un refuge également pour les oiseaux migrateurs? C'est un refuge également pour les oiseaux migrateurs. Pour ce que les gens comprennent, il y a ce qu'on appelle la voie de l'Atlantique Est-Est qui passe par le Bénin. Donc ça peut être déjà un site d'halte migratoire pour les espèces qui sont en train d'effectuer le transit migratoire. Et en même temps, ça peut être également un site qui abrite des espèces parce que toutes les espèces ne vont pas au bout du trajet. Il y a certaines espèces qui s'arrêtent et qui s'alimentent et qui se préparent et qui retournent là-bas, qui retournent en Europe pour hiverner. Et quand on parle des particularités de cette forêt, c'est que les arbres ont les pieds dans l'eau. Oui. Et leur hauteur également, c'est de 30 à 40 mètres, si on peut le dire comme ça. Oui. En fait, Ranzou est dans une zone qu'on appelle le Dahomey Gap. Et il y a la rupture qui est créée au niveau du Bénin et du Togo, où on normalement devait avoir une bande de forêt dense
Et quand on parle de forêt dense, c'est les grands arbres. Oui. Donc, il y a cette rupture-là qui est là. Donc, aujourd'hui, au Bénin, il y a ces îlots forestiers-là qui représentent les vestiges de ces forêts denses-là. On n'a pas de forêt dense. C'est pourquoi on a appelé le Dahomey Gap. Mais en même temps, on a ces îlots forestiers-là qui représentent ce joyau de la biodiversité-là, où vous avez la possibilité de voir cette diversité exceptionnelle et de voir en même temps les arbres d'une telle hauteur et avec de tels diamètres. Quand on rentre dedans, on n'a pas peur? Bon, c'est assez fascinant. La première fois quand vous rentrez dans cet écosystème, vous êtes apaisé parce que vous êtes loin de tout ce qui est bruit au niveau de la ville. Et puis vous voyez un paysage que vous n'allez voir nulle part ailleurs. Et ça, c'est quand même assez édifiant. Et c'est quand même assez enrichissant comme expérience. Et aujourd'hui, cette forêt, elle est en danger. Et quelles sont les menaces qui pèsent sur cet écosystème? Bon, déjà, quand on a commencé notre intervention, on s'est dit qu'il était d'abord important de pouvoir faire une mission diagnostique. On n'intervient pas sur une forêt pour intervenir. Une forêt d'une telle ampleur, il fallait d'abord mener une étude diagnostique. C'est dans ce sens-là que nous avons essayé de mener une étude diagnostique sur l'écosystème. Et nous nous sommes rendus compte qu'au bout de l'étude, nous avons fait ce qu'on appelle l'état, on a fait la réactualisation du couvert forestier pour voir un peu comment est-ce que le couvert a évolué dans le temps. Et quand on regarde la forêt, elle avait une superficie qui était légèrement un peu moins de 3000 hectares. 3000 hectares? Un peu moins de 3000, 2964 hectares. Donc on a refait le couvert forestier en 2021 et on s'est rendu compte qu'elle était autour de 2124 hectares. Wow. Vous voyez un peu en si peu de temps comment est-ce que la forêt a évolué, l'écosystème forestier a évolué dans le temps. Ensuite, on s'est un peu intéressé pour voir, dans les 2124 hectares, qu'est-ce qui reste encore en termes de boisement forestier. On s'est rendu compte que 816 hectares sont encore là comme boisement forestier en termes de superficie cumulative. Vous voyez. Donc ensuite, quand on regarde un peu, 636 hectares de surface sont dégradés. Et qu'est-ce qu'il y a à la base de cette dégradation-là? Ce sont les pressions humaines. Parce que, comme on le dit, la forêt marécageuse est dans ce qu'on appelle la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé. Et quand on dit réserve de biosphère, c'est man and biosphere, l'homme et la biodiversité. Donc, c'est préserver, mais en même temps que les populations puissent quand même jouir, puissent en profiter exactement. Donc, autour de la forêt, il y a ce qu'on appelle, il y a les riverains qui sont là et qui ont besoin de s'alimenter. La pression démographique, elle est croissante d'année en année et ils ne peuvent que... Déjà, les études disent que 80% des ressources que les gens utilisent, que les populations riveraines utilisent, sont issues de la forêt. De la forêt, oui. Ouais, donc, moi, je suis un père de famille. On peut dire aujourd'hui que la forêt est victime de l'urbanisation grandissante? Pas l'urbanisation, mais principalement la pression démographique. Parce que dans le milieu urbain, les gens ne construisent pas, dans le milieu rural plutôt, les gens ne construisent pas comme ça. Mais c'est plutôt le besoin en terre cultivable. Voilà. Au-delà de ce besoin où les gens ont besoin de couper des arbres, il y a aussi le fait que les gens ont besoin de couper des arbres pour produire par exemple des pirogues. C'est vrai que c'est moindre en termes d'impact, mais c'est quand même un impact. Les gens ont besoin de défricher. Si moi je défriche 2 hectares aujourd'hui, l'année prochaine je passe à 3 hectares. 1 hectare à 1 hectare. Et quand on prend une population, la forêt se rétrécit. La forêt se rétrécit d'année en année. Ouais. Et les besoins sont là pour construire des maisons, pour le bois de chauffe. Donc, c'est plusieurs défis qui sont là et auxquels la forêt fait face. Et il est important de pouvoir trouver des solutions par rapport à ces défis. Est-ce qu'on peut dire également que la déforestation a un effet sur les crues? Sur les crues, oui, bien évidemment. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, on dit, le terme exact, c'est la forêt marécageuse Klanzou. Marécageuse, ça joue le rôle de chiffon. On prend l'exemple terre à terre pour que les gens comprennent, comme vous le disiez un peu. C'est comme un chiffon, en fait. Donc, vous avez un chiffon dans une casserole. Donc, dès que vous mettez de l'eau, le chiffon absorbe. Il absorbe. Et après, jusqu'à un niveau donné. Quand il n'a plus la possibilité d'absorber, maintenant, l'eau reste là. Donc, la forêt joue le même rôle exactement. Donc, elle prend toutes les zones. C'est tout un bassin hydrographique. Donc, elle gère toutes les zones de la zone et qu'elle vient stocker là. Donc, plus on rétrécit l'écosystème, plus sa capacité de rétention va diminuer et plus on aura des inondations dans les maisons et ainsi de suite. Et au-delà de ça, plus on coupe les arbres, plus l'eau qui va rester en amont doit rester en avant, elle va continuer directement au fond. Et plus il y aura, on coupe ici, on agit en amont, on aura des problèmes en aval. Oui. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fait au fait le problème, c'est ce qui justifie au fait qu'on ait des inondations parfois dans les villages. Parce que déjà, les gens ont coupé et le rôle qu'elle devait pouvoir permettre de jouer, elle n'arrive pas à considérablement jouer ce rôle-là. Et pour pouvoir faire face, il faut forcément qu'on essaie de la préserver d'une part et ensuite de restaurer les portions qu'on peut restaurer. Vous intervenez dans cette forêt depuis plusieurs années. Dites-nous déjà ce que vous faites réellement avec les communautés locales. Ok, merci. Donc déjà, on a essayé au niveau de la mission diagnostique d'échanger avec les communautés pour voir un peu quelle était leur perception par rapport à l'état de l'écosystème. Ensuite, on a essayé de voir un peu si on pouvait les appuyer, dans quel sens on pourrait les appuyer. Déjà, il faut voir qu'en termes de défis, l'un des premiers défis de la forêt, c'est la délimitation de la forêt. On a dit que la forêt fait partie de la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé, mais les communautés, de façon pratique sur le terrain, c'est où les limites de la forêt. Elles ne connaissent pas.
Donc, ce qui fait que parfois, elles utilisent ça comme alibi pour dire non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire de ne pas évoluer parce que moi, je ne connais pas les limites de la forêt. Donc, le principal défi actuel, c'est de pouvoir délimiter cette forêt-là. Ouais. Ça, c'est un. Ensuite, il faut pouvoir renforcer les capacités des communautés. Aujourd'hui, si on veut que les communautés... C'est une ressource communautaire. Oui. Et c'est les communautés qui doivent la gérer. Donc, il faut pouvoir déjà les autonomiser. On a fait un pas, on est allé, on a mis en place tout ce qu'on appelle comité de gestion au niveau village et le comité de sauvegarde de la forêt Lanzou. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir les rendre assez autonomes. Il faut qu'ils puissent prendre la relève parce que c'est leur ressource et c'est à eux de pouvoir la gérer. Derrière, vous voyez, comme on a dit, c'est un bassin versant avec une biodiversité aquatique qui est exceptionnelle. Si tout autour, les gens font de l'agriculture conventionnelle, tout ce qui est produits chimiques, intrants chimiques, seront déversés dans... seront déversés et c'est là. Donc, il faut déjà identifier le bassin, tout le bassin versant et essayer de faire de la pratique agroécologique pour protéger cet écosystème-là. Ensuite, c'est la restauration des paysages. On a un écosystème qui a perdu plus de 600 hectares. Donc, aujourd'hui, si on veut aller vers la conservation, conservation de l'écosystème, mais en même temps des biens et services écosystémiques, il faut déjà restaurer une bonne partie. Et derrière, c'est l'éducation à l'environnement, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, les adultes sont déjà comme des bois un peu plus secs. Si ce n'est pas la répression, ça n'ira pas. Maintenant, pour les jeunes qui viennent derrière, parce que les gens le disent, les gens aiment, les gens conservent ce qu'ils aiment. Et ils aiment ce qu'ils connaissent. Donc, si l'on veut que les enfants deviennent demain des conservateurs, il faut déjà qu'on les apprenne à aimer la nature. Déjà dès le bas âge. À connaître la nature et à l'aimer. Et c'est dans ce sens-là que après, ils pourront contribuer à la préservation. Mais on a constaté qu'il y a plusieurs organisations non gouvernementales qui sont intervenues sur le terrain, mais ça s'est souvent soldé par des échecs. Comment vous faites et vous êtes toujours à Ranzon? Bon, déjà, il faut dire que ce n'est pas véritablement facile. Parce que déjà, quand on est arrivé, on a essayé de faire le tour. On est parti au niveau du LEA, qui a fait un travail formidable depuis des années, le laboratoire d'écologie appliquée de l'Université d'Abomey-Calavi. Ensuite, on est passé au niveau de toutes les organisations qui sont intervenues au niveau de l'écosystème, pour essayer de voir quelles ont été les difficultés, quelles ont été les actions qui ont été menées sur l'écosystème. Parce que c'est une continuité. Il ne faudrait pas qu'une organisation vienne faire pour elle là et d'autres viennent faire pour elle là. Donc, il faut rester dans la continuité. Encore qu'aujourd'hui, il y a le collectif qui est là, qui travaille à l'échelle de toute la réserve. Donc, ensuite, quand on a commencé nos interventions, on a commencé par faire face. On a voulu que les communautés soient impliquées. On a travaillé avec les communautés, on les a écoutées. Ce n'est pas facile parce que parfois, c'est perçu comme si la ressource veut être... on veut leur arracher la ressource. En fait, oui. Il faut pouvoir leur faire comprendre parce que selon les communautés, c'est Dieu qui a donné, donc il faut en profiter. Il faut en profiter. Oui. Et il faut leur faire comprendre qu'il faut en profiter. On était 10, on en profitait. Ça n'impactait pas forcément la ressource. Aujourd'hui, on est 20, oui. Est-ce qu'on va continuer par profiter de cette ressource-là et de telle sorte que nos enfants également puissent profiter de la ressource? Donc, c'est un travail qui est là, qui est au quotidien, qui est mené au quotidien avec les communautés pour leur faire comprendre l'urgence de la chose et l'importance du fait que c'est leur ressource à eux et c'est à eux de la protéger. Et comment vous avez su reconvertir par exemple les chasseurs, puisque le braconnage fait partie des menaces qui pèsent lourdement sur cet écosystème? Quand on est arrivé, on avait la possibilité de tout le temps entendre des coups de fusil à gauche, à droite. Et ça a été quand même un des aspects sur lesquels on a voulu travailler. Donc on a essayé déjà, dans un premier temps, d'identifier les chasseurs. Comme on a installé dans presque tous les villages de l'écosystème, riverains de l'écosystème, des associations de chasseurs. Parce que s'il faut pouvoir contrôler la chasse, il faut pouvoir savoir ceux qui mènent la chasse et pouvoir travailler avec eux de sorte qu'on puisse protéger les espèces d'une manière ou d'une autre. Donc quand on a fait ce travail-là, ensuite on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en lieu et place. Vous êtes des chasseurs, vous avez hérité de la chasse de vos parents et c'est sûr que vous allez la léguer. On identifie en fait leurs besoins. On identifie le besoin. C'est vrai qu'on n'a pas systématiquement les fonds pour tout couvrir, mais on essaie de voir un peu les besoins qui sont les plus urgents. Et il faut dire également que c'est une zone qui est réputée dans la fabrication du vin local Sodabi. C'est une ressource c'est une des menaces au niveau de l'écosystème. Pour revenir un peu sur les menaces, c'est une des menaces, à part la destruction de l'habitat, c'est la collecte non durable des produits forestiers non ligneux. Donc aujourd'hui, dans la zone, c'est quelque chose qui est historique, qui est culturel, où les gens ont la possibilité d'aller couper le vin, le raffia, prélever la sève pour aller produire du sodabi. Donc également, ça a un impact sur l'écosystème parce que la ressource n'est pas inépuisable. Donc il faut pouvoir mettre en place des stratégies derrière pour renouveler le stock et permettre à ce que cette population continue de produire le raffia, qui est quelque chose de culturel, mais en même temps qui leur permet de générer des ressources derrière. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des résistances toujours, mais est-ce qu'on peut dire quelque part que vous avez atteint vos objectifs? Combien d'hectares vous avez déjà gagné depuis que vous êtes dans la forêt? On peut dire le processus est toujours en cours et
c'est peut-être le moment de remercier le maire Zobodomé, de la commune de Zobodomé qui nous a vraiment appuyé dans ce sens-là. Le processus est en cours et avec les communautés sont arrivées à un moment donné à nous concéder certaines superficies sur lesquelles elles ont dit oui, vous pouvez aller reboiser cette portion-là. Et aujourd'hui, le processus est en cours. Même cette année, l'année 2025 écoulée, on a reboisé une certaine superficie grâce à l'appui de l'inspection forestière également et de la section communale des eaux et forêts et chasses. Donc, le processus est toujours en cours. L'objectif, c'est quand même il y a des zones prioritaires. À un moment donné, c'est un consensus avec les communautés. Il faut leur dire, écoutez, on peut vous laisser jusqu'à tel niveau, mais tel niveau, il faut protéger si on veut que l'écosystème perdure. Mais l'écosystème qu'on récupère au niveau des zones, directement au niveau des zones ripisylves, c'est de pouvoir les restaurer. Et c'est un travail qui va se faire de commun accord avec les communautés. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est fait et on a identifié déjà dans les communautés des pépiniéristes qu'on a fait former, qu'on a équipés et aujourd'hui produisent des plants que l'ONG rachète et l'ONG utilise pour la restauration. Donc on espère que d'ici là, ça va pouvoir porter et qu'on puisse avoir quand même des portions restaurées de l'écosystème. Et là, nous sommes Quand deux amoureux de la nature se retrouvent, Rachida s'éloigne. Rachida s'éloigne. Hein, je me sens du coup exclue de cet entretien, mais passionnant quand même. Ne vous éloignez pas parce qu'on est déjà pendant les congés de détente. Oui. Donc, c'est peut-être le moment d'envoyer les enfants visiter cette forêt. Aller voir un peu cette merveille de la nature. Voilà, il y a des crocodiles, il y a des oiseaux, il y a des singes. Donc, visiter la forêt de Ranzon. Ou bien, monsieur... C'est assez important de pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui, comme activité génératrice de revenus, on est en train de promouvoir l'écotourisme. Et on a besoin qu'au niveau local, les gens puissent venir visiter la forêt. Donc, c'est des initiatives que nous devons promouvoir où les gens peuvent venir visiter. Ça fait entrer des ressources et les gens comprennent que des ressources rentrent pour la communauté et qui sont partagées de manière équitable. Ils vont également contribuer à la préservation de l'écosystème. Donc, on ne peut que vous inviter à venir. Nous sommes au Bénin, c'est juste là, à quelques kilomètres de Cotonou. Donc, venez massivement. C'est pas loin. Voilà, allez découvrir notre Bénin. Hein, il y a des merveilles au Bénin. Franchement, pas besoin d'aller très loin pour prendre son pied. Excusez de peu l'expression. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, mesdames. Rachida. Merci franchement. C'est très intéressant hein, tout ce que vous nous avez dit ce matin. Et vous en parlez tellement avec beaucoup de passion. On sent que c'est votre chose. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci de conserver cette nature si précieuse, n'est-ce pas, Amandine, cette biodiversité si précieuse. Allez, on se dit à demain. Ce sera tout. Monsieur Abdou, merci à très vite. À très vite. Sur Bonjour le Bénin.